L'argent est un jeu et dans cette vidéo, je vais te donner les règles. Mais avant, tu dois d'abord comprendre pourquoi est-ce que l'argent est un jeu. L'argent est un jeu parce que tous les éléments d'un jeu se retrouvent dans l'argent. Par exemple, chaque jeu a des gagnants et des perdants. Avec le jeu de l'argent, c'est totalement pareil. Il y a des gens qui perdent avec l'argent et il y a des gens qui gagnent gros avec l'argent. Chaque jeu a des règles de jeu. Si tu ne connais pas les règles, l'espoir de gagner est complètement perdu. Si tu joues au football, par exemple, sans connaître les règles du football, si tu entres dans la surface de réparation et tu ramasses le ballon parce que tu ne veux pas que ton adversaire marque, alors tu te prends un penalty à cause de ton ignorance, n'est-ce pas? Une troisième caractéristique expliquant pourquoi l'argent est un jeu est que chaque jeu a un score. Si on reste dans le football, tu sais qu'on peut tenir le score dans le football, n'est-ce pas? On peut donc savoir qui gagne et qui ne gagne pas. C'est la même chose avec le jeu de l'argent. Chaque joueur a un score qui définit où est-ce qu'il en est dans le jeu. Maintenant, dans chaque jeu, il y a des gens qui trichent. Et tu le sais, je n'ai pas besoin d'en dire énormément sur le fait que lorsqu'il s'agit d'argent, les gens trichent. Mais les gens gagnent aussi légitimement dans chaque jeu parce qu'ils connaissent les règles, ont joué selon elles et ont gagné gros. C'est pourquoi l'argent est un jeu et l'individu moyen ne gagne pas parce qu'il ne connaît pas les règles. Donc la première règle dans les lois qui régissent l'argent s'appelle la règle du secret. La règle du secret signifie simplement que les règles qui régissent le jeu sont gardées secrètes. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de perdants dès le départ. La connaissance de l'argent n'est pas enseignée à l'école. Un gros respect à l'école, aux professeurs et au monde académique, mais comment devenir riche ne s'enseigne pas à l'école. C'est tenu à l'écart de l'école. Or, dans le jeu de l'argent, la règle du secret signifie simplement qu'aucun fabricant ne divulguera son secret de fabrication. McDonald's ne te dira jamais son secret de fabrication. Coca-Cola ne te dira jamais son secret de fabrication. En fait, cette règle est tellement puissante que si tu inventes quoi que ce soit, tu es autorisé à le garder secret. C'est ce qu'on appelle les droits de brevet. C'est pourquoi lorsque tu travailles dans une entreprise, on te donne un profil qui te restreint. C'est pourquoi si tu es dans la finance, tout ce que tu peux faire, c'est juste la finance et même pas toute la finance, mais juste une petite partie. Tu ne pourras pas accéder aux informations dans les ventes, le marketing, etc., etc. Donc le secret est gardé dans l'organisation. Et si tu ne comprends pas les secrets, tu ne peux pas gagner. Donc voilà pour la règle numéro 1. La deuxième loi du jeu de l'argent est la loi de l'équipe. La plupart des gens ne comprennent pas que pour gagner de l'argent, c'est un sport d'équipe. Tu peux gagner un revenu élevé en étant seul, mais tu ne peux pas créer de la richesse en étant tout seul. Ce n'est pas ton travail de 8 à 18 heures qui va créer de la richesse pour toi. Personne n'a jamais été riche grâce à un salaire et personne ne devient riche en étant sur une fiche de paye. Tu peux alors me demander qu'en est-il des gens qui sont PDG et qui gagnent de gros bonus et ceci et cela. Eh bien, excuse-moi, mais ce n'est pas ce gain qui est la richesse. Je peux te donner l'exemple de Mike Tyson qui gagnait 300 millions de dollars à 20 ans, mais qui pourtant a déclaré faillite en 2003. Ce n'est pas le gain qui crée la richesse, mais 4 grandes classes d'actifs dont je vais te parler un peu plus tard. Donc, tu ne peux créer de la richesse qu'à travers une équipe. C'est pourquoi tu crées de la richesse grâce au talent des autres. Tu crées de la richesse grâce au temps et aux compétences des autres. Et il n'y a absolument rien de mal à cela parce que tu les rémunères pour ça. La raison pour laquelle nous allons travailler est parce que nous faisons partie de l'équipe qui crée de la richesse pour notre employeur. Comme Warren Buffett l'a dit, si tu n'apprends pas à gagner de l'argent pendant que tu dors, tu vas travailler jusqu'à ta mort. Ça signifie que si tu ne sais pas comment créer des équipes de personnes qui travaillent pour toi pendant que tu dors, alors tu ne vas pas gagner au jeu de l'argent. Généralement, on commence tous par l'étape où on crée de la richesse à quelqu'un en étant rémunéré. Puis si on est assez intelligent financièrement, on peut devenir la personne à qui les autres créent de la richesse à leur tour. Avant de même devenir des personnes pour qui d'autres personnes créent de la richesse et ainsi de suite. Mais ici, tu dois réaliser que tu ne peux pas gagner au jeu de l'argent si tu n'as pas d'équipe. La troisième loi du jeu de l'argent est celle de la mesure. Rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure que chaque jeu tient le score. Comprends que tu ne peux pas créer de la richesse ou encore la fructifier ou encore la gérer si tu ne la mesures pas. C'est pourquoi la première chose que tu dois obligatoirement faire si tu veux évoluer financièrement, c'est de commencer à mesurer ta valeur nette. Si tu ne connais pas ta propre valeur nette, comment est-ce que tu sais si tu deviens plus riche ou si tu deviens plus pauvre? Quand tu vas à la banque n'est pas intéressée par ton diplôme. Ils sont intéressés par ta valeur nette. Donc si tu ne mesures pas ta richesse, tu ne peux pas la faire grandir ou encore la gérer. Et il n'y a aucune taille de richesse qui ne puisse être mesurée. Le pays le plus riche du monde est les États-Unis. On le sait grâce à leur PIB. Et comment connaissons-nous leur PIB? Si tu vérifies le PIB des États-Unis en 2025, il est de 30 000 milliards de dollars. Et si nous prenons la Chine qui est le deuxième pays le plus riche du monde, son PIB en 2025 est de 20 000 milliards de dollars, ok? 30 contre 20, nous connaissons donc l'écart. Nous connaissons aussi la personne la plus riche du monde. Et comment est-ce que nous savons tout ça? Simplement parce que nous pouvons le mesurer. La plupart des gens ne mesurent pas leur valeur nette et c'est pourquoi ils ne peuvent pas gagner au jeu de l'argent. À partir du moment où tu commences par respecter les règles, tes chances de gagner augmentent. Maintenant, toute personne, tout pays dans chaque cycle économique est devenu riche grâce à l'une de ces 4 grandes classes d'actifs. La première, c'est l'entreprise. Je ne parle pas d'un petit commerce de quartier, mais d'une entreprise bien gérée. Elle t'obligera forcément à obéir à toutes les lois de la création de richesse. Tu ne peux pas gérer une entreprise sans mesurer. Encore une fois, je ne parle pas d'un petit commerce, mais d'une entreprise bien gérée. Tu ne peux pas gérer une entreprise prospère sans mesurer si tu fais des bénéfices ou non. Tu as un compte de résultats, profit et pertes et tu as un bilan. Or, tu ne peux pas aussi gérer une entreprise tout seul. Tu ne serais pas une entreprise, donc ça obéit forcément à la loi de l'équipe. La deuxième classe d'actifs est l'immobilier. L'immobilier a rendu plus de gens riches dans toute l'histoire et à toutes les époques. La troisième est les matières premières. Les matières premières sont les choses qui sont naturelles et dont nous ne pouvons pas nous passer. L'eau est une matière première par exemple, comme les fruits que nous mangeons. Le pétrole aussi est une matière première. C'est cette classe d'actifs que les pays exploitent le plus souvent. Maintenant, la quatrième classe d'actifs est les actifs papier. Les actifs papier sont toutes les actions, les bourses et tout ça. Nomme n'importe qui ayant été riche. Tu ne vas pas trouver sa richesse en dehors de ces quatre-là. Warren Buffett, ce sont les actifs
actif papier. Elon Musk, c'est l'entreprise. Bill Gates, c'est l'entreprise et on peut continuer encore et encore. Quelqu'un demandera alors, qu'en est-il si tu développes une application ou si tu es un artiste ou ce genre de choses-là? Je t'ai parlé tout à l'heure de Mike Tyson ou si tu es un auteur ou si tu as de la créativité. Si tu as ces choses mais que tu n'es pas capable de former une entreprise autour d'elle, ça entrera dans ce qu'on appelle l'école de la préservation de richesses ou l'entropie. On y reviendra plus tard mais ça se dissipera. Pense à Mohamed Ali, Maradona ou encore Diego Maradona. Au sommet de leur carrière, ils étaient entre guillemets très riches. Un certain nombre d'entre eux sont morts fauchés parce que lorsque tu gagnes, ce n'est pas de la richesse. La richesse, c'est ce qui te survit même après que tu dépenses. Ce n'est pas de l'argent liquide stocké, mais de l'argent sous forme de ces 4 grandes classes d'actifs qui te génèrent plus d'argent. C'est de l'argent que tu gagnes même lorsque tu ne travailles pas parce que tu as mis en place un système pour jouer ce rôle pour toi. Maintenant, comment passer de l'encaissement de salaire à la construction d'une véritable richesse? Pour que tu fasses le changement des gros revenus à la richesse, tu dois effectuer 4 grandes transitions. La première est la plus difficile et c'est la transition de la mentalité ou encore du mindset. Si tu cherches à améliorer tes finances, tu as sûrement déjà entendu parler de Robert Kiyosaki. Tu l'as aussi entendu parler du fait qu'un actif c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche et un passif est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Donc la mentalité pour comprendre que tu ne sais pas vraiment et que tu dois apprendre. Aussi, garde à l'esprit que ceux qui créent de la richesse sont à l'aise avec l'incertitude. Ce n'est pas qu'ils prennent des risques aveugles, mais il y a quelque chose qu'on appelle la gratification différée. Par exemple, tout le monde connaît Elon Musk aujourd'hui en tant que l'homme le plus riche du monde. Mais très peu de personnes savent que pendant les 13 premières années, il n'a pas fait un seul dollar de chiffre d'affaires. Il n'était pas sûr que ses véhicules électriques allaient fonctionner, mais il a continué, donc c'est une autre mentalité. Tu dois être à l'aise avec le fait de différer ta gratification. Investir dans quelque chose sans en voir le retour immédiat. Tu dois être capable de comprendre comment t'éduquer. Et quand on parle d'éducation, c'est l'un des plus grands problèmes autour de la mentalité. La partie neurologique de notre cerveau qui s'occupe de l'académique est différente de la partie neurologique qui s'occupe de la richesse. Robert Kiyosaki a fait un travail extraordinaire pour décrire cela dans l'un de ses livres. Ton père riche, mais pour son père pauvre était solide académiquement. Par contre, son père riche n'était pas si doué académiquement. Mais dans le jeu de l'argent, le père riche savait comment créer de la richesse. Ce n'est donc pas la connaissance académique ou les diplômes académiques qui créeront de la richesse pour toi. Le corpus de connaissances qui crée de la richesse est très différent. Une autre chose de la mentalité est la capacité d'investir en soi-même. Si tu continues de croire que prendre des cours ou des formations en ligne pour en apprendre plus c'est une arnaque, alors tu n'es pas prêt. Tu dois prendre des consultants pour t'enseigner certaines de ces classes d'actifs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la deuxième transition est la transition des actifs. Lorsque tu vas travailler et que tu gagnes de l'argent de 8 à 18 heures, c'est toi l'actif qui gagne de l'argent. C'est pourquoi on dit que tu prends ta retraite. Quand tu prends ta retraite, ça signifie que l'actif ne peut plus gagner de l'argent. Il te reste la pension et dans l'école de la richesse, la pension est un palliatif. Palliatif est un mot de la science médicale qui signifie que tu places le patient quelque part. Non pas pour le guérir parce que le patient ne guérira pas, mais pour qu'il soit à l'aise jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Personne n'a conçu la pension pour te rendre riche. Tu dois donc faire la transition en créant l'une de ces 4 grandes classes d'actifs pour qu'elle commence à te générer des revenus. Ces revenus remplaceront ton revenu afin que lorsque tu arrives à ce point, tu sois financièrement libre. Ton travail ne te suffira pas, mais cet actif le fera. Longtemps après que ton travail aurait disparu, tu auras encore besoin d'argent. Robert Kiyosaki dirait qu'un emploi est une solution à court terme pour un problème à long terme. Tu dois donc passer de l'état d'actif générant le revenu à l'une de ces 4 grandes classes d'actifs. Si tu ne fais pas la transition des actifs, tu ne seras jamais riche. Tu travailleras toute ta vie et tu prendras ta retraite. Le pire dans tout ça, c'est que tu élèves tes enfants pour qu'ils te remplacent au sein de la société. Et le cycle continue jusqu'à ce que quelqu'un fasse la transition des actifs pour enfin créer de la richesse dans la famille. La troisième transition que tu dois effectuer s'appelle la transition des groupes. Et cette transition vient des 4 cadrans de Robert Kiyosaki. Les employés et les indépendants du groupe A travaillent et créent de la richesse pour les propriétaires de business et les investisseurs du groupe B. Maintenant, si nous revenons à la loi de l'équipe du jeu de l'argent, les membres du groupe A sont les membres de l'équipe embauchés par les membres du groupe B. Si tu veux gagner au jeu de l'argent, tu dois changer de groupe parce que les membres du groupe B utilisent l'effet de levier. Ils exploitent le temps, les compétences et l'argent des personnes du groupe A. Parce qu'en général, ces derniers sont des consommateurs de produits et de services. Par contre, les gens du groupe B sont des créateurs de produits et de services. Donc, tu dois changer de groupe en pensant comment produire au lieu de comment consommer. Ensuite, la dernière transition est que tu dois changer la structure. Quand tu es du groupe A, tu n'as pas de structure. Ce que ça veut dire, c'est que tu es l'entité, tu n'as pas d'entité. Et parce que tu es l'entité, tu n'as pas de structure. Quand tu vas travailler et que tu gagnes ton salaire, avant même qu'il n'arrive en tes mains, le gouvernement le prend. Ton équation financière est donc revenu, impôt et le reste pour tes dépenses. Quand tu as une structure, ça s'inverse et ça devient revenu, dépenses et que tu viennes en aide aux impôts. Et ce n'est pas seulement pour l'impôt, mais cette structure est une entité juridique séparée de toi de sorte que même quand tu pars, la structure reste. Un bon exemple est Apple avec Steve Jobs. Quand il est décédé, il avait 10 milliards. Son patrimoine valait 10 milliards, mais Apple est toujours là. Apple lui a survécu, donc c'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne changes pas de structure le jour où tu pars, tout ce que tu as disparaît. Donc tu dois faire ces 4 transitions. Tu dois changer ta mentalité, tes actifs, ton groupe et ta structure. Si tu termines ces 4 transitions, tu crées de la richesse et si tu ne le fais pas, il n'y a aucune chance. C'est ce qu'il faut vraiment pour créer de la richesse multigénérationnelle. Une richesse multigénérationnelle, c'est une richesse qui te survit de sorte que les générations suivantes ne reprennent pas le voyage là où toi tu as commencé. Je vais m'en arrêter là pour cette partie, mais c'est loin d'être la fin. Si tu veux savoir comment préserver une richesse multigénérationnelle, commente oui juste en bas pour me motiver à faire une partie 2. Mais pour l'instant, merci d'être resté jusque là et on se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.